va vous parler avec Adrien, qui est un collègue à moi de l'Institut d'élevage, et avec Estelle, Anaëlle et Maxime, qui sont des étudiants de l'Institut Agro ou AgroCampus Ouest, d'un projet de développement d'escape game pédagogique pour enseigner les nouvelles technologies en élevage et aussi enseigner avec le logiciel R. Donc c'est un projet qui a été financé par l'Institut de convergence #Digitag et par l'Institut de l'élevage, donc en partenariat avec AgroCampus Ouest et l'INRAE. Alors au programme aujourd'hui, je vais revenir assez succinctement sur l'historique du projet, un peu les objectifs et méthodologies mises en place, avant de laisser la parole à Adrien qui va vous présenter le premier escape game développé qui s'appelle Arscape The Office, et les étudiants qui présenteront ensuite le second escape game qui s'appelle Panique à la ferme. Et je conclurai avec les clés de réussite de ce projet et les étapes qui restent à faire. Donc l'historique, ce projet en fait, il est à l'origine, c'est dans le cadre d'un module qui est enseigné à l'Institut AgroCampus Ouest à Rennes, qui s'appelle Élevage de précision aujourd'hui et demain, analyse de données de capteurs en élevage et big data, qui maintenant, ça fait 8 ans qu'il est enseigné à l'Agro de Rennes, par des intervenants de l'UMT-RIEL. Donc l'UMT-RIEL, ça regroupe des personnes qui travaillent pour l'INRAE, l'UMR Pégase, l'Institut AgroCampus Ouest et l'Institut de l'élevage. Le format de ce module est assez classique, hein, c'est des cours magistraux, des TD et des visites en ferme et des visites d'entreprise qui se déroulent sur une semaine avec une table ronde finale organisée par les étudiants en fin de semaine. Donc en janvier 2020, donc l'année dernière, on m'a proposé de mettre à jour et de faire un peu évoluer un TD dans le cadre de ce module qui est autour des applications de l'imagerie 3D. Et l'objectif de cette évolution de TD, c'est d'essayer d'impliquer davantage les étudiants dans la réalisation du module, de leur apporter à la fois une meilleure connaissance sur les outils de visualisation de données qui leur serviront dans le cadre de leur métier futur, et aussi de leur amener des nouvelles compétences en termes de sciences de données. Donc, à l'issue pour atteindre ces objectifs, j'ai eu l'idée de proposer une méthode ludique pour enseigner l'élevage de précision aux étudiants et la science de données. Donc, le jeu que j'ai initialement développé donc en janvier l'an dernier, donc ça a été développé en quelques jours parce que j'avais très peu de temps pour le faire, sous l'interface RStudio. Donc, je vais détailler un peu après pourquoi le choix de cette interface-là. Donc, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas RStudio, ça ressemble un peu à la capture d'écran que je vous ai mise sur le bas de la diapositive. Donc, le contenu du jeu, c'est un scénario, 9 énigmes intermédiaires à résoudre, plus une énigme finale, des messages d'encouragement. Vous avez un exemple de message d'encouragement sur la droite ici, qui s'affichait en fait dans la petite partie de RStudio qui sert à afficher les graphiques, un chronomètre et un temps d'échange à l'issue du jeu avec les étudiants. Alors ce jeu, il a été testé avec une dizaine d'étudiants donc en janvier l'année dernière à AgroCampus Ouest. Donc ça a connu un franc succès auprès des étudiants. Il y a eu quelques problèmes qui ont été identifiés, notamment l'installation de certains packages qui a posé pas mal de problèmes, dont certains packages qui étaient incompatibles notamment avec les ordinateurs Mac. Une durée d'escape game qui était un peu sous-estimée de ma part, donc on a passé un peu plus de temps que prévu. Et bien sûr l'interface qui était peu conviviale. Donc, mais comme on a eu un franc succès, en fait, ça nous a poussé à développer, en tout cas déposer une demande de projet à #Digitag pour développer ce Serious Escape Game pour enseigner l'élevage de précision aux étudiants. Donc, les objectifs du projet étaient de développer donc à l'origine un serious escape game, qui était celui que j'avais développé. Et en bonus, on a proposé à #Digitag d'en développer un deuxième, qui est destiné à un public beaucoup plus large, qui n'est pas forcément initié au langage R. Et pour le premier escape game, il s'agissait de le rendre plus convivial, de finaliser son développement et de résoudre les problèmes d'installation de package. Les autres objectifs du projet, c'était de rendre les outils disponibles au plus grand nombre et gratuitement, de créer des supports à la fois pour animer les jeux en tant qu'enseignant, donc en tant qu'animateur en fait de la séquence de jeu, mais aussi des supports de synthèse pour les étudiants pour consolider les connaissances et compétences acquises. Donc pour cela, on a constitué un collège d'acteurs impliqués dans l'enseignement, donc la plupart étant impliqués dans l'UMT-RIEL, donc des ingénieurs d'un institut technique agricole, donc en l'occurrence l'Institut de l'élevage, des enseignants-chercheurs de différentes disciplines, des chercheurs de l'INRAE, en l'occurrence de l'UMR Pégase, et des étudiants de l'Institut AgroCampus Ouest. La deuxième étape a été d'identifier avec ce collège des objectifs pédagogiques qu'on voulait atteindre,
d'identifier quels sont les codes d'un escape game pour pouvoir l'intituler escape game et quel est le support adéquat pour y parvenir. Donc la première question qui a été l'identification un peu des caractéristiques de ce qui fait qu'un jeu peut être qualifié de sérieux et peut être qualifié d'escape game. On l'a fait en testant, donc en nous mettant en situation. Donc on a testé un escape game réel, en présentiel en septembre dernier avec l'ensemble des acteurs et des étudiants. Et en ayant aussi la chance de pouvoir discuter avec le concepteur de ce jeu-là. Donc un jeu sérieux, c'est un jeu avec un scénario qui vise à faciliter l'apprentissage des apprenants. L'escape game, ses caractéristiques, c'est d'avoir une énigme globale à résoudre grâce à des énigmes intermédiaires. Un temps imparti, souvent entre 30 et 90 minutes maximum. Un maître de jeu qui est là pour guider les apprenants ou les joueurs. Et une séance d'échange après le jeu. Alors pourquoi un serious escape game? Plusieurs raisons à cela. L'étudiant est acteur de son apprentissage. C'est une façon ludique d'apprendre, donc c'est beaucoup plus stimulant et motivant pour les étudiants. On a la possibilité de faire du coopératif et du collaboratif, ce qui est une compétence qu'on va attendre d'un étudiant ou d'un ingénieur actuellement. Et chaque étudiant avance à son rythme. Alors pourquoi avoir choisi l'interface R? Premièrement, parce que c'est un logiciel qui est gratuit et qui est souvent utilisé et enseigné en école d'ingénieurs agronomes. C'est un logiciel qui permet de développer des interfaces et des applications conviviales, qui permet d'imprimer des comptes rendus et des rapports, qui permet d'avoir une trace écrite de ce qui a été fait. Et bien sûr, c'est un outil qui est connu pour analyser et visualiser les données. Donc ça remplit entièrement le cahier des charges qu'on avait pour le projet. Alors, ce qu'on a fait en termes de travail réalisé, donc pour ce qui est du développement des escape games, il a fallu créer l'interface, créer des supports pédagogiques et les bandes annonces pour un peu comme pour annoncer et diffuser le jeu et un peu attirer les apprenants. Rédiger la notice explicative pour l'installation et le fonctionnement, et aussi avoir des tests pour vérifier la validation des acquis par les apprenants. Ensuite, on a fait des tests avec des étudiants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs. On a fait remonter un peu leurs commentaires et on a finalisé les escape games. Et les dernières étapes, ça va être la publication à la fois en ligne de ces jeux pour le rendre accessible à un maximum de personnes et de le publier dans des congrès et des articles scientifiques pour le diffuser plus largement. Je vais maintenant passer à la présentation des deux escape games. Donc le premier qui s'appelle Arscape The Office, dont les cibles sont plutôt en public d'étudiants français et à l'international, mais qui est aguerri, ou qui a en tout cas des bases de langage sur R. Cet escape game, il est sur l'imagerie 3D en élevage, et donc c'est celui que j'avais développé à la base et qui a été amélioré par mon collègue Adrien, qui faisait partie des étudiants bêta-testeurs en janvier 2020. En parallèle a été développé l'escape game Panique à la ferme, qui par contre, lui, a pour cible un public franco-français. Mais par contre, c'est un public qui n'est pas forcément initié ou aguerri au langage R. Donc c'est un public beaucoup plus large qui va d'un niveau BTS jusqu'à un niveau d'ingénieur agronome. Et ici, le sujet de l'escape game, c'est l'utilisation des données d'accéléromètre en élevage. Et donc ce dernier escape game a été développé par Anaël, Maxime et Estelle, qui vont le présenter juste après. Donc en fait, ces deux escape games ont en fait été développés en parallèle. Donc il y avait pas mal d'interactions et d'échanges pour faire progresser les escape games en même temps. D'un point de vue emploi du temps, donc il y avait la test V0, donc que moi j'avais développé en janvier-février l'année dernière. Le projet Hashtag Digital, enfin le financement qui a commencé en septembre dernier et qui se termine en septembre cette année. Donc pour faire avancer le projet, donc comme je l'ai dit, on a recruté Adrien pendant 2 mois à l'automne dernier. Et pour le deuxième escape game, donc on a recruté les étudiants, mais au travers d'un projet ingénieur et qui vont décrire juste après. Les deux escape games ont été testés par des étudiants. Donc le premier a été testé à Unilassal-Beauvais en décembre dernier, et les deux ont été testés lors du module élevage de précision, donc en janvier cette année, à l'Institut Agrocampus Ouest. Donc je vais maintenant laisser la parole à Adrien qui va vous présenter l'escape game Arscape The Office. Merci Amélie pour le début de la présentation. Donc maintenant, moi, je vais vous présenter un petit peu plus la forme et le fond des escape games et on va commencer avec Arscape The Office. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc pour replacer un petit peu, revenir sur les propos d'Amélie, les objectifs de ce premier escape game, c'était de revenir sur le TD de 2020, développé par Amélie, et de l'adapter, de le rendre plus convivial
là, pardon, et l'adapter à une séquence pédagogique complète de 2 heures. Il fallait ensuite le développer donc, avec R, l'interface. La cible, comme l'a dit Amélie, je la rappelle, ce sont des étudiants de M2 avec des bases de R et de zootechnie. Alors, on vous parle d'escape game depuis le début, mais en fait, plus qu'un escape game, c'est une séquence pédagogique avec différentes étapes. Et je vais vous expliquer les différentes étapes et je vais aussi vous montrer tous les livrables associés à ces étapes de cette séquence pédagogique. Donc, on commence quelques jours avant le TD. Comme vous l'avez fait, on va pouvoir découvrir les teasers et se mettre un petit peu dans l'ambiance. Et il va y avoir aussi une phase d'installation. Alors, l'installation, c'est le téléchargement d'un dossier et il va falloir mettre à jour le logiciel R et les packages. Donc, pour cela, on fournit un guide d'installation. Diapo suivante, s'il te plaît. Ensuite, le jour de la séquence, on va avoir 3 étapes. On va commencer avec une introduction d'environ 20 minutes. Et ici, avec une présentation orale, on va présenter les règles du jeu de l'escape game, mais aussi quelques notions indispensables pour jouer à l'escape game. Donc pour Erscape The Office, on a introduit l'imagerie 3D. Diapo suivante, s'il te plaît. Ensuite vient la phase réelle de jeu, où là, on va laisser les étudiants lancer l'interface et jouer pendant 1 heure maximale. Et on arrive au débriefing. Avant le débriefing, on laisse quand même 5 à 10 minutes de pause aux étudiants pour redescendre un petit peu en rythme et en excitation. Et on va débriefer. Débriefer pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas sûr que tous les étudiants réussissent à finir le jeu en 60 minutes. Donc, ils n'ont peut-être pas abordé toutes les notions au cours du jeu. Mais aussi, c'est un jeu avec un rythme très important. Donc, il va falloir ancrer ces notions dans la mémoire des étudiants. Donc, on va revenir dessus. Et on a deux possibilités. Peut-être que certains étudiants ont été très vite, ont terminé le jeu, mais du coup n'ont approché les notions que très superficiellement. Et peut-être que d'autres ont été plus lentement, ont bien approché les notions, mais par contre n'ont pas pu accéder à toutes les notions avec l'avancement dans le jeu. Donc pour ça, une présentation orale et des fiches à emporter. Et donc tout ça rentre dans une séquence de 2 heures. Donc cette séquence pédagogique, il faut aussi l'animer. Donc c'est pas en autonomie totale par les étudiants, donc il faut un maître du jeu, un animateur. L'animateur va accompagner toutes les séquences de l'escape game. Pour la phase d'installation, il peut y avoir un petit peu de SAV entre guillemets. Il y a beau avoir un guide d'installation, il reste encore quelques petits bugs techniques, mais comme tout est sur R, donc il faut parfois donner un petit coup de main technique là-dessus. Ensuite, la phase d'introduction. L'animateur, le maître du jeu, va pouvoir la personnaliser. Le public a peut-être été déjà exposé aux notions d'imagerie 3D, par exemple, donc on va aller plus ou moins vite sur cette phase d'introduction. Ensuite, il y a une animation très importante pendant la phase de jeu. L'objectif, c'est que tous les étudiants puissent finir le jeu en 60 minutes. Donc il va falloir surveiller les étudiants et vérifier qu'il n'y ait aucun blocage sur des détails qui n'ont pas lieu d'être pour pouvoir leur permettre de continuer d'avancer. Et c'est aussi pendant cette phase une analyse de la progression des étudiants. Comme j'ai dit, peut-être que certains vont aller très vite et on est presque sûr que les notions ne vont pas être appropriées complètement. Et peut-être que d'autres vont aller lentement, mais par contre, on est presque sûr que des notions ne seront pas du tout abordées. Donc avec cette analyse, on va pouvoir construire un débriefing plus ou moins personnalisé. On va insister plus ou moins sur des notions selon ce qu'on a perçu durant la phase de jeu. Vous l'avez compris, quand on est concepteur du jeu, il va être beaucoup plus simple d'animer cette séquence. Et pour pouvoir diffuser le jeu tant vers des étudiants que des enseignants, on est en train de finaliser une aide à l'animation de cette séquence pédagogique. Diapo suivante, s'il te plaît. Alors, pour cette séquence pédagogique et Erscape The Office, on avait des objectifs assez précis. Amélie les a abordés. Ils ont été construits avec un collège d'acteurs. D'un point de vue zéro-technique, on voulait que les étudiants comprennent le fonctionnement de l'imagerie 3D et les résultats possibles, qu'ils repartent avec des indicateurs morphologiques et des valeurs clés, le poids d'une vache, le volume, sa taille, mais aussi qu'ils commencent à approcher et découvrir la méthode de validation d'une méthode ou d'une technologie de mesure. Donc là, on pourra détailler un peu plus par la suite. Et d'un autre côté, donc sur Erscape The Office, on avait vraiment un double objectif fort, zootechnie, analyse de données, et analyse de données sur R. Donc pour ça, les objectifs étaient que les étudiants soient capables de visualiser leurs données, tant par des graphiques variés que des tableaux synthétiques,
qu'ils abordent ou qu'ils remobilisent les notions de statistique, de répétabilité, de reproductibilité, et aussi qu'ils remobilisent les notions de régression linéaire. Enfin, la calibration et la validation des modèles n'est pas abordée par tous les étudiants selon le choix des modules au long de leur cursus. Donc, vous voulez leur introduire ces notions de machine learning pour qu'ils puissent qu'ils découvrent cette méthode. Diapo suivante, s'il te plaît. Pour cela, on a construit une autre intrigue pour répondre à nos objectifs pédagogiques. Donc, dans le cadre de Airscape The Office, le joueur était dans la posture d'un stagiaire de l'Institut d'élevage. L'Institut avait l'opportunité de louer un dispositif pour permettre d'imprimer des vaches en miniature pour une opération commerciale. Mais pour réussir cette opération, ce marché, il fallait les persuader en 1 heure avant que la concurrence arrive. Il fallait imprimer une vache miniature grâce au dispositif et finaliser une fiche technique pour montrer la qualité de notre dispositif. Pour cela, comme dans un stage, on a des ressources, les scripts ou les ressources du précédent stagiaire. Mais comme souvent, le stagiaire n'a pas eu le temps de finaliser la passation et il y a des trous dans ce qu'il a laissé. Diapo suivante, s'il te plaît. À une échelle inférieure, les énigmes sont elles aussi liées aux objectifs pédagogiques. Je vous ai parlé de l'objectif d'imprimer une vache en 3D. Mais ici, quand les étudiants découvrent l'imprimante 3D, elle est bloquée avec un mot de passe. Le post-it indique que le mot de passe est le poids de la vache favorite du maître de stage. Donc les étudiants vont devoir répondre à tout un tas de questions et générer différents supports grâce à R pour répondre à cette énigme. Dans l'ordre, par exemple, pour trouver la vache favorite, il va falloir identifier un indicateur morphologique précis qui permet de la distinguer du troupeau. Une fois qu'on a l'indicateur morphologique, on explore nos données et on s'aperçoit que le poids n'est pas disponible. Donc, on va devoir essayer de le prédire. Donc, pour le prédire, il va falloir se poser la question quel modèle de prédiction, à partir de quelle variable, comment valider notre prédiction avec une validation externe, et ensuite analyser cette validation externe, et cela en équipe. Et en fait, sur une équipe de 4, ils vont analyser 4 prédictions différentes et 4 validations différentes. Diapo suivante, s'il te plaît, Amélie. Je vous ai parlé beaucoup du fond, je vais aussi vous parler de la forme. Donc, un des objectifs du développement du jeu, c'était de le rendre plus convivial. Donc, pour ça, en fait, on est parti sur une interface LearnR, aussi connue sous le nom du tutoriel LearnR. Et ce tutoriel, en fait, c'est pour les amateurs de R, c'est une syntaxe très proche de R Markdown, et ça va permettre en un clic de générer une interface HTML qui s'ouvre sur un navigateur Internet. Cette interface permet d'avoir des questions, différents médias, texte, vidéo, images, et aussi des exercices de code R pour que les étudiants puissent coder, mais sur une interface un peu plus conviviale. Diapo suivante, s'il te plaît. Et je veux bien que tu lances la vidéo, c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on ne peut pas tout lire, mais l'idée, là, vous voyez un étudiant qui a effectué le jeu à distance. Donc ici, par exemple, il a un bout de script, donc il va devoir lire quelques informations. Il découvre des tableaux synthétiques qui ont été générés par R, il les analyse, et là, on est encore au tout début, donc pour l'instant, c'est juste analyser un jeu de données, et il va pouvoir répondre à différentes questions sur le jeu de données, finalement. Et donc, bien sûr, ça va aller, la difficulté va aller en score 100, et après, il va devoir coder, générer lui-même ses objets, ses tableaux, et avancer dans les questions. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, une fois que ce jeu a été effectué, donc il a fallu le tester. Donc ici, je vais vous présenter les résultats du dernier test fait à l'Institut Agro-Campus Ouest. On avait testé cela sur 17 étudiants. Donc, l'information importante, c'est qu'on a eu une évaluation positive déjà. 100% des étudiants ont remobilisé des connaissances ou des compétences, et ils en ont 100% ont aussi acquis de nouvelles connaissances ou compétences. Sur l'appréciation générale de l'Escape Game, une étoile étant une appréciation mauvaise et 5 une très bonne appréciation. On a une très bonne appréciation puisqu'on a une moyenne de 4,4 et on n'a pas de gens qui ont détesté l'Escape Game. Enfin, est-ce que la difficulté était bien jugée? Donc on a un Escape Game qui a une difficulté moyenne, voire un peu dure. Enfin, c'était le but aussi qu'il soit un peu challengeant. On peut penser que le curseur de difficulté a été mis au bon endroit puisqu'on a
plus de 80% des étudiants qui le trouvent moyen ou un peu dur, et des extrêmes quand même qui le trouvent très dur ou très simple. Donc globalement, on a une évaluation positive, mais il nous reste encore à aller évaluer quelles sont les connaissances et compétences réellement acquises lors de cette séquence. Diapo suivante, s'il te plaît. Et on a aussi recueilli quelques feedbacks par des retours anonymes. Donc les retours positifs sur ce TD, c'est l'originalité, tout d'abord, ça a beaucoup plu. Mais aussi, c'est le travail de préparation, en fait. Quand les étudiants vont sentir que les intervenants ont passé beaucoup de temps pour préparer un TD, ils vont s'investir dans ce TD. C'était aussi un TD très dynamique. Et globalement, les étudiants ont trouvé que ça facilitait l'utilisation du logiciel R. Les points plus négatifs, l'installation du jeu, et même si ça s'est bien amélioré, il reste encore quelques petites difficultés. Et c'est aussi, on avait beaucoup pensé à l'ambiance numérique du jeu, mais pas assez anticipé l'ambiance physique du jeu. Les étudiants étaient dans une même salle, donc par groupe de 4, donc ça parlait plus ou moins fort. Et du coup, c'était pas simple pour les autres groupes quand ils entendaient les bruits de celui d'à côté. Les points étaient plus ambivalents. L'ambiance de l'escape game, qui est une ambiance un peu stressante, c'est salué par les étudiants les plus joueurs, mais pour d'autres joueurs qui ont un profil différent, c'était trop oppressant, ils n'avaient pas le temps de noter les éléments dont ils voulaient se souvenir, ça allait trop vite. On avait aussi fait le pari de la densité de connaissances et de compétences, une très grosse densité. On n'avait peut-être pas assez communiqué dessus, donc beaucoup ont trouvé que c'était difficile de tout retenir. D'autres ont pensé qu'ils pourraient déjà, dès leur stage, revenir sur ce jeu pour réutiliser les connaissances et compétences reprises. Et ça a même été fait par une des étudiantes. Et enfin, comme chaque TD, le travail en équipe, ça plaît à certains et ça déplaît à d'autres. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est qu'il faut placer les curseurs au bon endroit pour plaire à une diversité d'étudiants. Et je vais laisser la parole du coup à Anaëlle, Maxime et Estelle pour présenter Panic à la Ferme. Bonjour. Donc, juste peut-être, excuse-moi Anaëlle, avant que tu parles, comment vous voulez fonctionner? Est-ce que vous voulez, parce qu'il y a il y a 2 questions dans le chat, est-ce que vous voulez y répondre tout de suite avant de partir sur le deuxième escape game, ou est-ce qu'on garde tout pour la fin? C'est comme vous le souhaitez. Je pense qu'on peut tout garder pour la fin, Sigolène. D'accord, ok, on enchaîne, merci. Donc avec Estelle et Maxime, on va vous présenter l'escape game qu'on a fait dans le cadre de nos études. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc nous, on est 3 étudiants ingénieurs agronomes et on est spécialisés en production animale. Donc on est en dernière année et dans le cadre de cette dernière année, on a un module qui s'appelle projet ingénieur avec un sujet et un groupe imposé. Et donc nous, on est tombé sur le sujet de la création d'un escape game sur R. On n'était pas tous franchement très convaincus au début parce que on a surtout une utilisation statistique de R. En fait, on s'en servait dans le cadre de nos rapports de stage. Donc, on ne voyait pas vraiment comment on pouvait créer un escape game à partir de ce logiciel. Et on avait aussi de nombreux a priori avec plus ou moins d'affinité sur R. Donc, ce qu'on nous a demandé comme objectif général, c'est de créer un jeu pédagogique sur R à tester pendant le TD du module élevage de précision par nos collègues en fait étudiants de dernière année en production animale. On peut passer à la suivante. Donc, on a des objectifs pédagogiques qui sont les mêmes catégories que ceux d'Adrien, mais avec pas les mêmes choses à l'intérieur. Donc, pareil, ça a été défini avec les commanditaires et les enseignants chercheurs d'AgroCampus Ouest. Donc, pour la partie zootechnique, nous, on s'est surtout basé sur des données d'accéléromètre, parce que ça s'inscrit dans ce module d'élevage et précision. Donc, on est parti sur des données d'accélérométrie, mais aussi plus généralement à l'identification des animaux, surtout pour les bovins. Et aussi grâce à des données d'accélérométrie, faire introduire les notions d'éthogramme et de budgetant des animaux. Et ensuite, pour la partie d'analyse de données et informatique, donc l'idée c'était d'introduire des notions de données aberrantes, vraiment savoir ce que c'est, comment ça se définit. Également les constructions graphiques avec R
et aussi plus sur l'accélérométrie, ce qui concerne la sensibilité, les spécificités, les courbes de Roche, donc pour pouvoir valider l'efficacité d'un capteur. Il y a aussi quelques notions d'algorithmique qui nous ont été demandées pour qu'on introduise ça en fait aux étudiants. On peut passer à la diapo suivante. Donc nous, le défi, c'était de créer l'ambiance d'un escape game tout en s'adaptant à la contrainte de l'ordinateur. Donc pour ça, on a fait différents choix qui sont pour la plupart communs avec le premier escape game que Adrien vous a présenté. Donc les étudiants avaient aussi un temps limité. On avait aussi un scénario, donc une histoire différente, donc avec quelqu'un qui s'est introduit dans une exploitation à Derval, et donc qui a empoisonné les vaches, et le joueur a 1 heure pour identifier les vaches malades, sinon elles meurent. Donc voilà, un scénario différent, mais également des indices. Donc là, vous avez un exemple au centre de la diapo. En fait, le joueur trouve le portable de la personne qui a empoisonné les animaux, et donc il doit trouver un indice sur le fond d'écran du téléphone. Il y a une chose qui change pour nous, c'est qu'on a utilisé un thème sombre, c'est-à-dire avec Learner, vous pouvez choisir les couleurs de police, de l'interface, etc. Et donc nous, à la différence de l'escape game d'avant, on a choisi un fond noir pour vraiment retranscrire l'ambiance d'un escape game un peu oppressante. Et aussi une ambiance sonore, donc avec des bruits, des indices à écouter qu'on a pu incorporer dans cet escape game. Donc ensuite, concernant la contrainte de l'ordinateur, nous, contrairement à l'escape game précédent, le joueur joue individuellement sur son ordinateur, donc il n'y a pas de choses à partager avec d'autres joueurs pour avancer dans les énigmes. Et il y a des choses communes aussi à l'escape game d'avant, donc pas d'indices physiques, pas de faux indices pour que le joueur ne soit pas conduit sur de mauvaises pistes, et pas de suivi constant des joueurs par le maître du jeu, c'est-à-dire que les joueurs appellent le maître du jeu quand ils sont en difficulté, mais le maître du jeu n'est pas constamment à surveiller ce que les joueurs font. Et donc nous aussi, c'était dans un temps limité pour nous, parce que comme j'ai dit, c'était dans le cadre d'un module. Donc on avait 3 à 4 heures dédiées par semaine pour notre projet ingénieur. Et on avait la date butoir du TD en janvier du module élevage de précision. Donc tout ça pour nous, c'était à faire dans un temps imparti, ce qui fait partie aussi de la gestion de projet. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Et je vais rapidement vous présenter en quoi consistaient les énigmes de notre escape game. Donc elles sont liées aux objectifs pédagogiques en fait que je vous ai présentés. Donc dans un premier temps, ce que vous voyez à gauche, c'est en haut à gauche, on a une première énigme qui est sur l'identification des bovins. En fait, le joueur doit trouver des indices sur le passeport et la boucle d'un animal. Ensuite, on a des vidéos de comportement qu'on a tournées à Derval. Donc en fait, le joueur doit associer le bon titre à chaque vidéo. Ensuite, pour ce qui est plus spécifique à de l'accélérométrie, donc on a une énigme sur l'éthogramme et le budget temps, avec la lecture de graphiques et des questions auxquelles il faut répondre. Juste en dessous, vous avez l'énigme du fonctionnement de l'accéléromètre qui sera présentée juste après, où là, c'est une notice à trous que le joueur doit remplir. Et on a également, à propos des données aberrantes, une carte interactive qu'on a pu faire sur R. Et donc là, le joueur doit savoir expliquer pourquoi certaines vaches ne sont pas identifiées par le capteur, en fait. Ensuite, on a pour des aspects plus, disons, sciences des données, statistiques, etc. Pour introduire la notion de seuil, ça va aussi vous être montré juste après, mais on a créé des graphiques interactifs. Et donc là, le joueur doit définir en fait le bon seuil pour pouvoir valider son capteur. On a également, pour la sensibilité, spécificité, courbe de Roche, fait aussi une énigme là-dessus, où là, c'est plus de la lecture de graphiques pour introduire ces notions-là et qu'elles soient bien comprises. Et notre énigme finale, c'est également de la lecture graphique et des graphiques interactifs, où là, on introduit à la notion d'échelle, c'est-à-dire pour faire comprendre qu'est-ce qui peut modifier une moyenne. Par exemple, au sein d'un troupeau, qu'est-ce qui explique qu'en moyenne, le troupeau mange moins? Est-ce que c'est dû à tout le troupeau qui mange moins ou juste certains individus qui, par exemple, seraient malades, ce qui est le cas dans le scénario qu'on a choisi. Voilà, on peut passer à la suite. Alors donc maintenant je vais vous parler plus précisément de la forme et de l'interface utilisateur qui se veut agréable. Et je parlerai ensuite des deux énigmes dont a parlé tout de suite Anaël.
Tout d'abord, l'interface utilisateur agréable, donc comme on peut le voir ici sur cette diapositive, elle suit la même logique, c'est-à-dire qu'on part d'un script R qui ressemble très fortement à celui dont a parlé juste avant Adrien, mais grâce à différents packages et à une syntaxe particulière, on obtient donc cette interface que vous voyez devant vous, avec un thème qui se veut sombre, et ce thème sombre est fait exprès pour rendre immersif le jeu et avoir le côté escape game vraiment plus réel. Donc on voit sur cette capture d'écran, donc à gauche, le sommaire avec par exemple la vidéo d'introduction. Et on a cette vidéo d'introduction donc qui peut se lancer au milieu de l'écran et qui permet vraiment de mettre en immersion un petit peu plus le joueur. Et on a ensuite tout le déroulé donc des différentes énigmes et le joueur va pouvoir sélectionner les énigmes une à une pour avancer dans le jeu. On observe également un timer en bas de la capture qui permet, donc c'est un timer de 60 minutes, pardon, plus 60 secondes, mais c'était pour laisser le temps aux gens de lire la vidéo d'introduction. Et ça permet encore une fois d'avoir ce côté immersif. On peut passer à la suite. Donc maintenant, je vais vous parler de l'énigme notice. C'est une des énigmes de notre jeu. Comme vous pouvez le constater, on a une notice d'utilisation qui est écrite en petit. C'est évidemment fait en sorte que les utilisateurs ne puissent pas lire le texte sans avoir en fait utilisé l'option en haut à gauche, à savoir le bouton zoom. Et lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton zoom, il peut, en passant la souris sur la notice, avoir un zoom donc de cette notice. Et c'est un petit peu comme le principe de la loupe dans un vrai escape game pédagogique, un vrai escape game, pardon. Et ceci permet donc de lire la notice et de pouvoir ensuite remplir les trous. Donc là, les trous sont en fait des numéros de 1 à 7 correspondant à des mots que l'on peut voir en dessous. Et il faut donc trier ces mots du premier au dernier. Et donc, c'est des outils qui sont simples d'utilisation et plutôt assez simples à créer sur R. On peut passer donc à la suite. Donc c'est une vidéo qui montre une autre énigme qui est en fait, donc là on l'a mis en accéléré pour que ça soit un petit peu plus rapide, c'est en fait un graphique interactif pour expliquer en fait la notion de seuil d'un accéléromètre. Donc on voit une barre rouge en bas qui peut bouger en fonction d'un curseur seuil qui se trouve au milieu de la capture d'écran. Et lorsque l'utilisateur va bouger ce curseur seuil, il va y avoir le seuil donc en rouge qui va bouger, mais également l'éthogramme qui se trouve juste en dessous qui va bouger également. Donc ça rend évidemment le jeu encore plus interactif et immersif. On peut passer à la suite. Donc l'interface que vous a présentée Maxime, on a pu la tester lors de notre TD en janvier 2021 avec donc des étudiants en M2 mais également des enseignants-chercheurs et des ingénieurs. On a pu identifier différents profils de joueurs, donc ça c'était très intéressant à voir. À l'issue de ce TD, on peut passer à la diapositive suivante. Donc à l'issue de ce TD, nous leur avons fourni un document référence pour répondre finalement à la définition d'un jeu pédagogique et ancrer les connaissances et de manière à ce que aussi les joueurs puissent s'en resservir à l'avenir. On peut passer à la diapositive suivante. À l'issue du TD, nous leur avons également distribué un questionnaire de satisfaction pour qu'ils puissent noter l'ambiance générale du jeu et également son niveau de difficulté. Donc pour ce qui est de l'ambiance, les joueurs l'ont évalué à hauteur de 3,9 sur 4 et la difficulté a été évaluée à 2,3 sur 4. Donc les joueurs ont finalement trouvé que l'ambiance de notre escape game était très satisfaisante avec un niveau de difficulté modéré, donc plutôt accessible à différents profils finalement. On peut passer à la diapo suivante. Lors de ce test de satisfaction, nous leur avons également demandé s'ils avaient acquis des compétences supplémentaires, ce qui a été le cas, notamment en identification des bovins, mais également en accélérométrie par exemple.
En termes de connaissances remobilisées, les joueurs ont pu en remobiliser, notamment en termes de connaissances ou d'a priori en fait sur R, ainsi que sur les notions de validation des données, donc avec les notions de sensibilité et spécificité. Si des points de blocage persistaient, ils ont été résolus dans 68,4% des cas lors du débrief à la fin du TD, débrief qui a permis d'ancrer, comme a pu le préciser au début Adrien, d'ancrer les connaissances pour les joueurs. On peut passer à la diapo suivante. Donc finalement, pour les deux escape games, donc Escape the Office et Panique à la ferme, on peut dire que ce sont des escape games un peu uniques dans leur genre, puisqu'ils sont créés à partir de RStudio. Ce sont des outils pédagogiques utilisables à plusieurs niveaux, et l'un comme l'autre sont utilisables pour des niveaux différents, donc ce qui est très intéressant. Ce sont des jeux qui ont été appréciés comme étant interactifs, attractifs, faciles et ludiques. Donc pour nous, c'est un pari gagné, tant en termes de temps de jeu, d'ambiance ou d'objectifs pédagogiques. Et pour les développeurs, donc Adrien, Amélie et Anaël, Maxime et moi-même, ça a été également très satisfaisant puisque le développement finalement est réalisable tant pour des utilisateurs de R aguerris comme pour des personnes aux compétences au départ plus limitées, on pourrait dire. Donc finalement, ça a été un enrichissement de nos compétences sur R et également un travail très appréciable puisqu'il s'agit d'un travail également créatif, unique dans son genre. On peut passer à la suite. Super. Ah, je vois qu'il y a un petit défaut dans la présentation, c'est pas grave, il va falloir que je bouche les trous. C'est un petit escape game en fait que je me suis faite toute seule. Donc les clés de la réussite pour le projet, ça a été d'une part de travailler avec les différentes disciplines impliquées, donc zootechnie, sciences de données, statistiques, recherche, mais aussi d'impliquer les disciplines qu'on n'a pas l'habitude d'impliquer quand on monte en module ou très peu, qui sont les acteurs de conseil et formation professionnelle, les acteurs de l'enseignement et de la pédagogie et les acteurs qui travaillent sur tout ce qui est informatique. Une deuxième clé de réussite, ça a été de mobiliser un réseau d'acteurs qui se connaissent depuis longtemps et qui collaborent du coup depuis longtemps, donc on savait que ça allait forcément fonctionner. Une troisième clé qui est très importante, ça a été d'impliquer les étudiants dès le début pour construire le projet et pour construire l'escape game. Et donc, bien sûr, pour ça, il a fallu aussi faire confiance. À la fois, les étudiants ont dû nous faire confiance parce que c'était un gros challenge qu'on leur a soumis. Et nous aussi, on a dû leur faire confiance. Et donc, comme l'a dit Estelle juste avant, c'est un pari gagné pour les deux côtés. Une autre clé de réussite, c'était d'identifier les caractéristiques spécifiques au jeu qu'on a voulu développer. On aurait voulu faire un autre type de jeu, il aurait aussi fallu définir ces caractéristiques-là. Et bien sûr, ce qui est souvent très important dans un projet, c'est d'être créatif et motivé jusqu'au bout. Et je pense qu'on a vraiment eu la chance de travailler dans un groupe qui a eu un dynamisme et une motivation tout du long. Donc, merci à eux. En termes de financement, juste quelques chiffres. Donc, le hashtag Digitag nous a alloué une subvention de 10 000 € pour ce projet. Sachant qu'à côté, en termes de temps de travail, ça a représenté grosso modo 50 jours à temps plein pour les étudiants. Et pour les ingénieurs impliqués, à peu près 65 jours de temps. Donc, ce n'est pas non plus négligeable pour développer ces deux escape games. Et bien sûr, la dernière clé de la réussite, c'est d'assurer une diffusion assez large. Donc, on a commencé à faire et qu'on va poursuivre dans les semaines à venir. Ce qu'il reste à faire du point de vue des développements des escape games, c'est la finalisation de la notice explicative pour l'installation et le fonctionnement. De créer un test pour vérifier la validation des acquis des apprenants, de créer des supports d'animation pour les enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes animer ce genre de séquence pédagogique. Du point de vue de la communication et diffusion de l'outil, pour résoudre les problèmes d'installation de package pour le jeu Panique à la ferme, donc celui qui a été développé par les étudiants, on imagine et on est en train de travailler sur une publication en ligne du jeu, donc ça enlèverait, ça résoudrait tous les problèmes d'installation parce qu'il n'y aurait plus d'installation à faire en local. Et pour l'autre escape game, Escape the Office, on imagine créer un package R, donc il suffirait juste d'installer un seul package pour pouvoir ouvrir l'interface de jeu. Pour ce qui est de la publication du concept en termes de communication à des congrès ou articles scientifiques, on a soumis une communication aux rencontres R francophones cette année. Et on va soumettre sous peu une publication à PCI in Animal Science
et sans doute à Prod INRAE. Et on assure du coup une diffusion assez large dans le réseau avec l'ACTA, l'Agrignum, le GIS, #Digitag, INRAE et IDEL. Sachant qu'on envisage une publication en ligne du jeu Panique à la ferme, sans doute à l'automne cette année. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et merci à #Digitag et à l'Institut Agro et IDEL pour avoir soutenu et avoir cru en ce projet. C'était pas forcément gagné au début. Et donc rendez-vous à l'automne pour Panique à la ferme qui sera publié en ligne et peut-être le package Arscape Office d'ici la fin de l'année aussi. Donc si vous voulez discuter plus avec nous après ce petit tag, je vous ai mis la liste des adresses email des personnes impliquées dans le développement des escape games. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les 5. C'était percutant, dynamique, enlevé, comme j'imagine les 2 jeux. Il y a quelques questions dans le chat, donc je vais peut-être donner la parole directement aux personnes qui les ont posées. Christine a posé une première question. Christine, que vous voulez détailler votre interrogation? Oui, bonsoir. Donc moi, je travaille à AgroCampus. Je suis responsable de l'appui pédagogique aux formations et Adrien, dans sa présentation, a évoqué l'analyse de la progression dans le jeu des étudiants pendant le jeu. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour regarder, observer, mesurer cette progression. Est-ce que c'est une question de méthode, de support, sur quels critères? Voilà, c'était ma question. Merci. Est-ce que tu veux répondre, Adrien, ou est-ce que tu veux que je m'en occupe? Ouais, je peux y aller. Donc ça s'est fait un peu au feeling. Enfin, on n'avait pas de méthode. Avec le recul en fait du développement, on savait à peu près le timing par point et notion abordée. Et on voyait surtout à la vitesse de clic les étudiants en fait qui lisent à peine les questions, qui cliquent et qui retentent leur chance un grand nombre de fois, et ceux qui vont très doucement. C'est beaucoup de feeling et c'est se balader dans la salle et regarder l'étudiant et son écran pour voir à quelle vitesse il avance. Donc c'était une observation sur leur alors vitesse, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas c'est peut-être la vitesse de progression ou c'est ça qui était observé? La Oui. vitesse et le comportement aussi par rapport à la question. Ce qu'on voyait vraiment, on avait des gens qui lisaient la question, qui allaient aller chercher toutes les infos pour y répondre et ça pas facile à caractériser, mais vraiment dans une démarche de compréhension et de résolution. Et il y avait des gens plus dans une démarche de jeu où c'était la déduction pour aller au plus vite. C'était bon, il y a 3 combinaisons, j'ai une chance sur 3, au pire je retente ma chance. Et c'était plus l'analyse un petit peu de la vitesse et le comportement. Et qu'est-ce que je vais en profiter, je suis toujours sur ces sujets-là, je me permets, sinon vous coupez mon micro. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire de ces données? Comment vous souhaitez les exploiter pour la suite? Parce que c'est quand même intéressant. Je pense que c'est les données qu'on a. Bon, ça c'est un premier test qu'on a fait là avec à la fois les 2 escape games en janvier dernier. Donc c'est des données qui sont hyper subjectives vu que ça relève de l'observation d'Adrien, des étudiants, de moi lors des séquences pédagogiques. Et je pense qu'on va devoir on va faire d'autres tests, c'est sûr, dans différentes écoles. Et on va sans doute devoir avoir un protocole un peu plus fourni et plus détaillé pour faire ce suivi. Donc là, Christine, si tu as des idées de suivi, on est preneur, sachant que ce qu'on a fait avec ce qu'on a essayé de faire en janvier à l'agro de Rennes, c'est qu'on a essayé de filmer une étudiante qui s'est portée volontaire, qui a bien voulu qu'on la filme en fait en même temps qu'elle jouait sur son écran. On n'a pas encore eu le temps de regarder la vidéo, mais en tout cas. Et comme l'a précisé Adrien dans sa présentation, il y a 2 étudiantes en fait qui étaient en ligne et qui n'étaient pas dans la salle au moment du test à l'agro. Et du coup, ces 2 étudiantes ont été enregistrées, mais c'est uniquement leur écran qui a été enregistré. C'est pas on ne voit pas leur réaction. Voilà. Okay, donc si tu as des idées pour la suite, on est preneur. Oui, ça dépend de l'intention que vous voulez y mettre et de comment vous voulez l'utiliser. Je pensais notamment à faire évoluer le jeu en fonction de profils de joueurs, par exemple. Mais ça dépend de l'intention. L'observation dépendra de l'intention que vous voulez faire de ces données. Ouais. Ok, merci.
Merci Christine. Je vois qu'Isabelle, notre directrice scientifique digitale, a plusieurs questions pour vous. Isabelle, je te donne la parole. Oui, bon. Merci Sigolène. J'ai vraiment deux grosses questions en fait. La première, c'est que comme donc c'est un jeu à but pédagogique et que par exemple ça peut s'arriver comme dans un vrai escape game, vous avez des étudiants qui sont complètes de difficultés et qui sont complètement bloqués en cours de jeu et pour sortir vont être obligés d'attendre la fin de l'heure quoi. Je voulais savoir, vous avez pensé à quelque chose parce que pour intervenir pour débloquer ces étudiants du fait du caractère pédagogique du jeu, voilà, ou est-ce que vous attendez la fin du jeu et le temps d'échange pour voir le problème? Et ma deuxième question, c'est est-ce que parmi vos étudiants, il y en avait qui avaient jamais fait de vrai escape game et comment ils ont vécu en fait, si c'est le cas, comment ils ont vécu cette expérience, sachant qu'ils connaissaient pas ce que c'était ou qu'ils l'avaient jamais expérimenté avant de basculer sur le jeu? Merci. Je vais peut-être commencer par la première question et je laisserai peut-être les étudiants répondre à la deuxième, vu qu'ils ont eux-mêmes expérimenté l'escape game en tant qu'apprenants, du coup. Donc pour intervenir en cours de jeu, c'est très important et c'est ce qu'expliquait un peu Adrien, c'est le rôle du maître du jeu et du coup qui est endossé par l'enseignant dans le cadre de cette séquence pédagogique est très importante en fait, que ce soit dans un escape game pour jeu qu'on fait pour le loisir ou dans un escape game pédagogique, le maître du jeu ne va jamais laisser en fait les joueurs tout seuls du début à la fin de la séquence de jeu. En fait, il va être là pour doser l'aide qu'il va apporter aux personnes qui vont jouer. Donc, s'il se rend compte que l'équipe ou que la personne est en difficulté, il est là pour le débloquer. Donc, comme nous, on l'a fait en présentiel, c'est facile d'intervenir parce qu'on était plusieurs et donc on surveille un peu l'état de progression, comme le disait Adrien. On avait un peu des temps de référence pour voir où est-ce qu'ils en étaient. Et donc, dès qu'un étudiant était en difficulté, on intervenait, on allait voir ce qui n'allait pas pour essayer de déverrouiller un peu cette situation, pour pas qu'il soit frustré non plus parce qu'il n'arrive pas à avancer. Ah oui, bah, c'est sûr. Et l'autre option, c'est que l'interface LearnR permet de mettre quelques indices dans certains exercices. Et donc, je ne sais plus si on l'avait fait dans Arcade the Office, mais en tout cas, les étudiants dans Panique à la ferme ont mis une série d'indices qui étaient disponibles pour certains exercices. Donc, l'étudiant doit cliquer dessus et ça lui donne un indice pour résoudre l'exercice. Donc, il y a les deux options. Et donc, si on imagine faire ça plus tard avec une publication en ligne du jeu, c'est-à-dire que l'enseignant ne sera pas forcément dans une salle, on va dire, physique avec les étudiants, on peut très bien imaginer organiser cette séquence de jeu avec des salles virtuelles, comme ce qu'on fait souvent aujourd'hui lors de congrès ou même, j'imagine, en école aujourd'hui pour enseigner. Et comme ça, l'enseignant, on peut imaginer qu'il a une salle commune où les étudiants peuvent envoyer des messages s'ils sont bloqués, ou même lui-même, il peut circuler de salle virtuelle en salle virtuelle pour vérifier où en sont les étudiants. Et du coup, je vais laisser la parole aux étudiants pour répondre à la question de quand on n'a pas fait, est-ce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas fait d'escape game et s'ils n'ont pas fait d'escape game, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ouais, bon, on leur avait demandé au début du jeu, de façon un peu informelle, et alors faut me dire si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y en avait pas tant que ça qui avaient déjà fait un escape game. Et il n'y en avait que quelques-uns parmi la 15-vingtaine avec qui on a fait. Et du coup, je pense qu'ils ont plus vu ça comme un jeu que à chercher à comprendre ce qu'était un escape game. Enfin voilà, j'aurais dit ça parce qu'on répond à certains codes d'un escape game que certains qui en avaient déjà fait ont retrouvé. Et je pense pour ceux qui n'en ont jamais fait, ils n'ont pas cherché à comprendre ce qu'est un escape game, mais plus à jouer à un jeu sérieux sur R, quoi. D'accord, merci beaucoup. Il y a une dernière question dans le chat de la part d'Anne-Isabelle. Anne-Isabelle, si vous pouvez activer votre micro et la poser en direct à nos orateurs. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je donne très peu de cours, hein. Je suis chercheur à l'INRA. J'avais une question parce que les étudiants ont l'air d'avoir bien apprécié quand même ces deux jeux. Est-ce que vous avez eu des retours pour davantage de support de ce type? Est-ce qu'ils étaient motivés pour avoir davantage de cours et pour apprendre avec ce type de support? Est-ce qu'ils vous ont fait part de ça ou bien voilà, c'était une expérience sympa mais sans plus?
Je vais répondre assez vite, mais je vais laisser mes 4 autres collègues répondre parce qu'ils sont chacun passés par la case étudiants qui ont testé les escape games. D'un point de vue global, ils sont très contents de ce genre d'initiative, même si au début ça marchait pas très bien, ils sont super contents du changement un peu de support. Et ils sont demandeurs de ce genre de support dans d'autres matières, dans d'autres disciplines. Cependant, je pense qu'il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas faire que de ça. C'est comme tout, hein. Si on abuse, ça ne marche plus aussi bien. Donc, il faut le faire, mais avec modération. Donc, on peut l'imaginer dans d'autres disciplines, mais il ne faut pas faire que ça. Je vais laisser les 4 autres intervenants donner un peu leur position, leur point de vue d'étudiant aussi là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, Amélie. En fait, je pense que c'est des outils qui sont agréables pour des étudiants et qui changent de l'ordinaire. Donc, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et peut-être que ça permet d'ancrer certaines notions assez facilement. Mais en revanche, oui, il faut pas en abuser parce que justement, si c'est apprécié, c'est parce que ça change de l'ordinaire et du coup, quelque chose qui se répète serait pas agréable à la longue. Et aussi peut-être pour certaines notions, je pense que c'est facile de pouvoir les intégrer, mais là, on a pas pour peut-être moins pour aller en profondeur sur des cours qui pourraient être plus compliqués à faire passer sous cette forme-là. En tout cas, c'est Ok, mon ouais. point de vue. Voilà, c'est sûr que ça peut pas s'y prêter pour tout. Et puis l'investissement en temps et financier est quand même relativement important aussi. Mais c'est bien de savoir que ça peut aussi peut-être déboucher sur d'autres idées de jeu, quoi, sans forcément en faire une généralité. Après, par rapport à ton point là, sur l'aspect financier, Anne-Isabelle, il y avait une partie qui a été faite 100% sur le financement #Digital. C'est le premier escape game principalement. Mais le Oui, deuxième escape game, il a principalement été réalisé dans le cadre du projet ingénieur AgroCampus Ouest par les étudiants. Donc, je veux dire, c'est aussi une ressource hyper intéressante où nous, bien on sûr. apprend aussi énormément de notre côté qu'il ne faut pas négliger si tu veux développer ce genre d'initiative. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais enfin, c'était un peu mon idée, hein, que ça s'y prêtait évidemment pas pour tout, mais savoir si les étudiants étaient quand même demandeurs, que peut-être il y en ait un peu plus, quoi. Voilà. Et pour rajouter un élément, je pense qu'on peut voir ça aussi sous 2 formes. Il y a le côté jeu dans ce qu'on a fait, mais il y a aussi le côté d'une interface conviviale. Et en dehors du fait que ce soit un jeu, là je parle de choses statistiques ou de codes qui sont parfois très denses et je vais pas dire imbuvables, mais mal perçus sous une console classique. Mais le fait de créer une interface en dehors du jeu, ça permet aussi d'aller voir des notions assez facilement, des notions compliquées. Et ça peut sortir du cadre du jeu et apporter beaucoup de choses aussi. Oui, bien sûr. C'est l'occasion d'acquérir d'autres compétences encore, quoi. C'est assez complet. Merci. Avant de terminer et de vous libérer pour l'apéro, le premier de la session en extérieur, il y a 2 questions de Véronique. Donc, Véronique, je te laisse conclure. Oui, merci. Alors, je suis arrivée un petit peu tard, mais bon, heureusement, il y aura le replay parce que j'étais dans une autre conférence que j'animais. Et en fait, moi, j'ai en posé qu'une seule parce qu'il y en a une, elle a été un peu finalement répondue. C'est est-ce que finalement le plus formateur, c'est pas d'inventer le jeu plutôt que de jouer avec? Voilà. Enfin, je sais pas, vous avez des réponses ou, Oui, oui. Je veux bien commencer à répondre et puis peut-être que vous pourrez compléter. Mais c'est 2 notions différentes. C'est vrai que pour nous, ça a été très formateur d'inventer le jeu. Ça nous a permis d'acquérir plein de compétences sur R et de pouvoir les remobiliser par la suite. Mais après, les compétences qu'on développe dans dans l'invention du jeu et les compétences qu'on peut développer dans la participation sont pas les mêmes et le but n'est pas le même. Donc, je pense que c'est plus difficile de comparer. Mais là, les notions que nous, on a pu avoir, c'était des notions plus sur R et de codage finalement. Et les notions
lors du jeu sont plus des notions, comme on les a présentées, de zootechnie ou d'analyse de données. Donc, on vise vraiment pas la même chose, donc c'est difficile d'apporter une vraie réponse finalement. Oui, oui. Mais bon, alors je reformule peut-être ma question qui était mal posée. C'est que je pense que pour justement développer aussi des compétences en R ou alors en visualisation, en interface homme-machine, en fait, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes dans la mise au point d'outils numériques lorsqu'on va aller travailler avec des agriculteurs. C'est sûrement une bonne entrée pour le faire, se dire qu'on va développer un jeu. Donc voilà, il y a bien ces deux je dirais, cibles différentes en termes de thèmes pédagogiques. D'un côté, tout ce qui va être autour du digital, et puis après, des notions qui pourront être n'importe quoi, puisqu'on peut faire un escape game sur n'importe quoi. Hein. Bravo en tout cas, c'est bien. Voilà, et juste un petit message aussi que on fera sûrement appel à vous, les concepteurs du jeu, parce qu'on est en train de monter le sommet Afrique-France et on a été chargé à Digitag d'une session sur les technologies pour nourrir, soigner, protéger, et on aura sans doute des choses sur la formation, donc avec des choses un petit peu originales, et donc on a pensé aux jeux sérieux, enfin numériques, voilà, et on fera sans doute appel à vous pour ce début d'automne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et encore bravo pour ces belles réalisations. Si je dois conclure, Sigolène, oui, tu es toujours là. Oui, en fait, on tient très bien le timing, on est juste dans les temps. On est dans le timing et donc c'est juste pour rappeler aussi à tout le monde que ce que Sigolène a mis dans le chat. Donc dans un mois, le 16 juin, on aura un autre tag qui sera sur des aspects qui sont traités par l'Observatoire de l'agriculture numérique. Donc c'est des petits tags qui sont un petit peu particuliers. On présente pas des travaux d'étudiants, qui étaient au départ le cycle de TITAG, mais nous, ça nous intéresse beaucoup de voir ce qui se fait dans les composantes de Digitag, qui sont pas les doctorants. Voilà. Donc merci beaucoup et puis bonne continuation et rendez-vous au 16 juin.